Mon père m'a réclamé 15 000 € de loyer impayé avec 13% d'intérêt mensuel, menaçant de vendre ma voiture. Après leur amour vache, j'ai quitté la maison sans un mot. Une semaine plus tard, ma famille panique, un mystérieux courrier a mis mes parents en larmes. Je m'appelle Mathilde Dubois. J'avais 29 ans quand mon père a plaqué une facture agrafée sur la table du dîner comme s'il remettait une citation à comparaître plutôt que du pain de viande. Tu dois à cette famille 15 000 € de loyers impayés, a-t-il dit, tapotant la feuille du bout de 2 doigts. Et tu vas payer chaque centime où tu es dehors. Ma mère n'avait même pas l'air gênée. Elle a levé son verre de vin et a ajouté, on facture des intérêts maintenant, 13% par mois, comme un vrai propriétaire. Ma sœur a tellement ri qu'elle a failli laisser tomber son téléphone. Le score de crédit de Mathilde est sur le point de devenir négatif, a-t-elle dit, tapant déjà frénétiquement, comme si elle était pressée de le raconter à quelqu'un. Puis mon père a fait glisser une deuxième feuille. Un échéancier de paiement, avec des colonnes nettes, des dates d'échéance, des pénalités. Le premier versement de 1 500 € est du samedi, dit-il. Si tu le manques, on vend ta voiture. Mon oncle, qui s'était présenté sans être invité, mais qui parvenait toujours à se matérialiser quand l'humiliation était au menu, a hoché la tête comme un prédicateur rendant son jugement, l'amour vache est la seule chose que comprennent les profiteurs. J'ai fixé la facture, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. En minuscules caractères en bas, il y avait un horodatage d'un imprimeur local. Le document avait été imprimé 13 jours plus tôt, avant même que j'aie ramené mes cartons dans cette maison. Ils n'avaient pas réagi à mon retour. Ils avaient planifié ça. Ils avaient dressé la table, invité mon oncle, répété les répliques, et attendu que je m'assieds pour transformer le dîner de famille en embuscade. Je n'ai pas crié. C'était ce qui les dérangeait le plus. J'ai simplement posé ma fourchette, plié la facture en deux, et regardé autour de la table assez longtemps pour mémoriser chaque visage. Mon père avait l'air satisfait de lui, comme s'il avait enfin trouvé un moyen de mettre un prix sur l'obéissance. Ma mère arborait cette expression froide qu'elle utilisait toujours quand elle voulait que la cruauté paraisse pratique. Ma sœur avait son téléphone orienté vers moi, prétendant vérifier des messages tout en enregistrant secrètement ma réaction. Et mon oncle était assis là, hochant la tête, suffisant et vertueux, le même homme qui avait emprunté de l'argent à 3 proches sans jamais en rembourser un seul. « Tu as fait un tableur pour ta propre fille ?» ai-je demandé. « Non », répondit mon père. « J'ai fait un tableur pour une adulte qui pense pouvoir entrer et sortir de cette maison dès que la vie devient difficile. » J'ai regardé la feuille à nouveau. Loyer, charges, frais d'inconvénient, ajustement de retard, frais pour contrainte émotionnelle. Il avait littéralement inventé des frais justes pour que le montant atteigne 15 000 €. Contrainte émotionnelle, ai-je répété. Ma mère s'est penchée en avant. Sais-tu le stress que tu as causé à cette famille au fil des ans? Béatrice a ricané. Honnêtement, elle devrait être reconnaissante que papa ne lui ait pas facturé mensuellement. Puis elle a posté quelque chose sur son histoire privée et a incliné l'écran juste assez pour que je voie la légende, la profiteuse est revenue à la maison, MDR. Ça aurait dû faire moins mal que ça. Mais il y a quelque chose de particulièrement pourri à regarder sa propre sœur transformer votre pire moment en mépris. Je me suis levé et j'ai emporté la facture. Assieds-toi, a aboyé mon père. On n'a pas fini. Non, ai-je dit, c'est vous qui avez fini. Je suis monté à l'étage dans la chambre qui était la mienne. La plupart de mes vieilles affaires avaient disparu. L'étagère que j'avais construite au lycée avait été enlevée. La photo encadrée du trophée de débat manquait. Et sur le portrait de famille accroché près du couloir, quelqu'un avait barré mon visage d'un X rouge au marqueur effaçable. Pas permanent, mais délibéré. La cruauté temporaire reste de la cruauté. J'ai fixé cette photo et j'ai été frappé par un souvenir si violent qu'il a failli me faire plier les genoux. Quand j'avais 16 ans, l'entreprise de construction de mon père avait failli s'effondrer après qu'il eût sous-évalué 2 chantiers et ait été poursuivi en justice pour des matériaux défectueux d'un fournisseur. Mes parents étaient à 3 semaines de rater le remboursement de leur hypothèque. J'ai vendu mon ordinateur portable, celui dont j'avais besoin pour mes études, ainsi que l'appareil photo que j'avais économisé pendant 2 étés pour l'acheter. J'ai dit à mes amis qu'on me l'avait volé. J'ai donné l'argent à ma mère sur le parking d'un supermarché pour que papa ne se sente pas émasculé. Des années plus tard, chaque fois qu'il parlait de sacrifice, il parlait comme si seuls les parents savaient saigner pour une famille.
Ils n'ont jamais une seule fois mentionné l'enfant qui a renoncé à ses futurs outils pour que les lumières restent allumées. Et maintenant, ces mêmes personnes me facturaient 13% d'intérêt mensuel comme si j'étais une inconnue bonne à rien. Quand je suis redescendu avec mon sac de sport, mon père a bloqué la porte d'entrée. « Où crois-tu aller » a-t-il demandé. « Dehors » ai-je répondu. « Jusqu'à ce que tu décides si tu veux une fille ou une locataire. » Ma mère a croisé les bras. « Si tu pars ce soir, ne t'attends pas à revenir et à faire comme si rien ne s'était passé. » Cela m'a presque fait rire. Faire comme si? Ils avaient imprimé mon humiliation près de 2 semaines à l'avance. Le faire semblant, c'était leur travail. Ma sœur s'est appuyée contre le mur et a dit, « Tu es dramatique. Tout le monde paie un loyer. » Alors commence par toi, lui ai-je dit. Son sourire a disparu. Quoi? Tu as bien entendu. Montre-moi tes factures. Elle a regardé nos parents. Et dans ce minuscule éclair de panique, j'ai tout compris. Il ne s'agissait pas d'équité. Il s'agissait de moi, et seulement de moi. Ce fut le moment où le dernier vestige de douceur a quitté ma poitrine. Quand vos parents vous transforment en pensionnaire tout en protégeant l'enfant qui se moque de vous, restez-vous silencieux pour maintenir la paix, ou apprenez-vous enfin que la paix construite sur l'humiliation n'est pas la paix du tout? Je suis sorti sans un autre mot. J'ai dormi dans ma voiture la première nuit, sur un parking de supermarché, puis j'ai pris une semaine dans un hôtel de séjour prolongé en utilisant des points que j'avais mis de côté pour des vacances que je n'avais jamais prises. Au matin, je les avais tous bloqués sauf les appels d'urgence. Dans l'après-midi, j'avais fait autre chose aussi. J'ai appelé Nina Lefebvre, ma plus vieille amie, et la seule personne qui connaissait la version de moi qui existait avant que ma famille ne commence à réécrire l'histoire de qui j'étais. Nina m'a retrouvé après le travail dans un dîner ouvert 24h24 près de l'autoroute A87, le genre avec des menus collants, du café brûlé, et l'anonymat des gens trop fatigués pour écouter. Je lui ai tout raconté, de la facture à l'horodatage en passant par l'arnaque sur les réseaux sociaux de Béatrice. Elle ne m'a pas interrompu. Elle a juste écouté, plissant les yeux comme elle le faisait toujours quand elle savait que je minimisais l'étendue de ma blessure. Ils n'ont pas réagi sous le coup de l'émotion, dit-elle quand j'ai fini. Ils l'ont mis en scène. Je sais. Et ils ont choisi le montant avant même que tu n'arrives. Je sais. Elle s'est penchée en arrière. Alors arrête de traiter ça comme un malentendu familial. C'est une manœuvre de pouvoir préméditée. Cette phrase a frappé fort parce qu'elle était vraie. J'utilisais encore leur langage de la douleur alors qu'ils avaient en fait utilisé la stratégie. Nina travaillait dans la conformité pour une banque régionale et, contrairement à moi, elle n'adoucissait jamais les fêlés. « Tu veux mon avis honnête ?» a-t-elle demandé. « Oui. » N'argumente pas sur les sentiments avec des gens qui ne respectent que le levier de pression. Elle m'a glissé une serviette et a tapoté le stylo entre nous. Commence à noter chaque mensonge. Alors, je l'ai fait. L'ordinateur que j'avais vendu à 16 ans, la vie sans loyer dont Béatrice jouissait tout en m'appelant paresseuse. L'argent que j'avais envoyé 4 ans plus tôt après un règlement d'assurance pour Grêle qui m'avait donné une prime de performance, et que j'avais utilisé pour aider à couvrir leurs arriérés de taxes foncières. Le mensonge que mes parents racontaient à tout le monde, que papa avait géré ça tout seul. Le remplacement urgent de la chaudière que j'avais mis sur ma propre carte un hiver parce que maman avait appelé en pleurant et avait juré qu'il me rembourserait. Ils ne l'ont jamais fait. Je n'avais pas été le fardeau de cette maison. J'avais été le réservoir de secours invisible qu'ils vidaient chaque fois que leur fierté était sur le point de s'épuiser. Nina m'a regardé écrire pendant 10 minutes, puis a demandé, « Combien est-ce qu'ils te doivent réellement ?» J'ai fait le total de ce que je pouvais prouver, un peu plus de 18 000 €. Plus si je compte les intérêts. Son sourcil s'est levé. Chiffre amusant. J'ai ri amèrement une fois. Ouais. Elle s'est penchée. Alors, voici ce que tu fais. Ne te précipite pas pour te défendre. Laisse-les croire que tu es blessé. Les gens qui aiment contrôler deviennent toujours négligents quand ils pensent avoir déjà gagné. Je l'ai regardé. Ça ressemble à de la vengeance. Non, a-t-elle dit, ça ressemble à de la documentation. Le 6e jour après mon départ, j'ai rassemblé des captures d'écran, des relevés bancaires, d'anciens textos et des photos de confirmation de transfert.
Une image comptait plus que les autres, une capture d'écran d'il y a 4 ans montrant un transfert de 8 400 € à ma mère avec le libellé « Taxe foncière ». Sa réponse attachée, nous ne l'oublierons jamais. Ne le dis pas encore à ton père. Une autre datée du désastre de la chaudière en hiver, peux-tu juste mettre ça sur ta carte, s'il te plaît? On te remboursera après le nouvel an. Le nouvel an était passé 3 fois. J'ai cru que je me sentirais forte en rassemblant tout ça, mais la plupart du temps, j'étais malade. La preuve est une chose brutale quand elle prouve que l'on était aimé uniquement lorsqu'on était utile. Puis dimanche est arrivé, et avec lui, le premier message de la maison. Pas de mes parents. De Béatrice. Tu boudes sérieusement encore? Papa dit que le premier paiement est en retard. J'ai fixé le message, puis j'ai ri si fort que le couple à la table d'à côté à l'hôtel s'est retourné. Paiement en retard à des gens qui me devaient plus que la facture qu'ils avaient inventée. Je n'ai pas répondu. J'ai plutôt envoyé un SMS à mon père, demain, 19 h, cuisine. Que tout le monde soit là. Il a répondu en moins d'1 minute, bien. Apporte ton premier paiement. Nina a lu par-dessus mon épaule et a dit, parfait. Il pense toujours qu'il dirige la réunion. La nuit suivante, je suis entré dans cette maison vêtue de ma tenue de travail, pantalon de costume marine, chemisier blanc, badge accroché à ma ceinture, car je voulais qu'ils voient exactement ce qu'ils avaient qualifié de sans valeur. Mon père, Thomas Dubois, était assis en bout de table. Ma mère, Karen, à côté de lui. Ma sœur Béatrice en face de moi avec cette expression d'ennui que les gens affichent quand ils pensent que quelqu'un d'autre est sur le point de s'excuser. Mon oncle Rémi était de nouveau là, car apparemment aucune embuscade familiale n'était complète sans public. Mon père m'a tendu la main. L'enveloppe, a-t-il demandé. J'ai posé un dossier à la place. Pas exactement. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que cette documentation? J'ai expliqué que pendant les 10 premières minutes, personne n'a parlé sauf moi. J'ai exposé les reçus de transfert, les captures d'écran, les dates, les factures et les messages. Je leur ai montré le paiement des taxes foncières, la charge de la chaudière, 2 transferts pour régulariser les factures d'électricité. Une copie du chèque que j'avais donné à maman après avoir liquidé un petit compte d'investissement pour aider à couvrir leur hypothèque pendant le ralentissement pandémique. Puis j'ai mis la dernière page au centre de la table, un tableur soigné, le mien cette fois, listant chaque euro que j'avais contribué à cette maison sur 7 ans. Total général, 18 240 €. Karen est devenue pâle en premier. Thomas a essayé la colère avant le déni. Ces manipulateurs, a-t-il claqué. Non, ai-je répondu, ce qui était manipulateur, c'était d'imprimer une fausse dette avant même que j'emménage. Ça l'a touché. Ses yeux sont tombés sur le coin de sa propre facture où l'horodatage de l'imprimeur traînait comme une confession. Béatrice a cessé de sourire. L'oncle Rémi s'est éclairci la gorge et a trouvé soudainement le salier fascinant. Vous voulez un loyer, ai-je demandé. Très bien, parlons chiffres. Mais avant que vous ne collectiez 1 euro de ma part, je veux une déclaration signée reconnaissant que j'ai sauvé financièrement ce foyer à plusieurs reprises tout en étant publiquement traité comme un fardeau. Karen a finalement retrouvé sa voix. Tu ne peux pas forcer tes parents à signer quelque chose comme ça. Non, ai-je dit calmement. Mais je peux forcer la réalité à entrer dans la pièce. J'ai fait glisser 2 copies dactylographiées sur la table. Nina m'avait aidé à les rédiger. Rien de dramatique, juste des faits, des dates, des montants, la reconnaissance de l'aide financière antérieure. La reconnaissance que la réclamation de loyer de 15 000 € n'avait aucune base de bail ni aucun accord écrit préalable. Mon père a ri, mais son rire sonnait creux. Tu penses nous embarrasser avec des paperasses? Non, ai-je dit, je pense que j'en ai fini d'être la seule personne dans cette famille à devoir avaler les humiliations en silence. Béatrice a murmuré, c'est de la folie. Je me suis tourné vers elle. Tu as posté à mon sujet, n'est-ce pas? Sa mâchoire s'est crispée. Alors, vas-y. Poste ça aussi. Le silence est tombé sur la table comme un linceul. As-tu déjà sauvé des gens qui ont ensuite essayé de facturer ton amour comme s'il s'agissait d'une dette? Parce que si oui, tu sais déjà que la partie la plus laide n'est pas l'argent, c'est le droit acquis. Après une longue minute, ma mère a signé la première. La honte rend certains plus doux. Dans son cas, cela l'a juste rendue tremblante.
Mon père a signé parce qu'il pensait que signer mettrait fin à l'humiliation plus rapidement. Ce n'était pas le cas. J'ai pris les pages, les ai remises dans mon dossier, et je me suis levé. L'oncle Rémi a posé la question qu'aucun d'eux ne voulait dire à voix haute, alors, maintenant quoi? Je les ai regardés tous les quatre et j'ai répondu honnêtement, maintenant, vous vivez avec ce que vous avez essayé de faire. J'étais à mi-chemin de la porte quand mon père a dit, tu vas vraiment partir pour une histoire de paperasse. J'ai fait une pause. Non, je pars parce que ma famille a confondu l'accès à moi avec la propriété. Je les ai laissés avec ça. Si l'histoire s'était arrêtée là, elle aurait été assez douloureuse. Mais ce ne fut pas le cas, car exactement une semaine après la nuit où mon père a exigé 15 000 € de faux loyer, mon téléphone a explosé à 1h30 du matin. Le premier appel venait de Béatrice. Je l'ai ignoré. Puis 3 autres ont suivi. Puis un message vocal. Puis un texto. Mec, maman a trouvé quelque chose dans le courrier et elle hurle, s'il te plaît, réponds. 12 minutes plus tard, mon oncle Rémi a aussi envoyé un texto, tes parents sont chez moi en train de pleurer. Appelle-les juste. Je me suis redressé dans mon lit d'hôtel, le pouls battant la chamade. Pendant une seconde insensée, j'ai cru que quelqu'un était mort. J'ai rappelé Béatrice. Elle a répondu à la première sonnerie, essoufflée et paniquée. Où es-tu, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman a ouvert un courrier recommandé par erreur. Je veux dire, pas par erreur, peu importe. Il y a un avis de défaut final et un truc de taxe, et papa est en train de paniquer. Ils disent que s'ils ne régularisent pas vite, la maison peut entrer en saisie accélérée. J'ai fermé les yeux. Quel truc de taxe? Je ne sais pas, a-t-elle claqué. Tu peux juste venir? J'ai conduit jusqu'à l'endroit de l'oncle Rémi parce que c'était là qu'ils étaient tous, apparemment trop secoués pour rester dans leur propre salon. Quand je suis entré, le mascara de ma mère était coulé. Mon père avait l'air d'avoir 10 ans de plus, et l'oncle Rémi avait perdu toute la certitude suffisante qu'il avait affichée au dîner la semaine précédente. Le courrier recommandé était ouvert sur la table basse. Je l'ai pris et j'ai commencé à lire. Avis final. Retard de paiement hypothécaire. Non-respect des conditions de réaménagement de difficultés révisées. Avis du comté lié à un ajustement d'entièrcement manqué. J'ai senti mon estomac se glacer, non pas parce que je les avais piégés, mais parce que j'ai immédiatement compris ce qui s'était passé. Pendant toute leur grandiloquence sur l'enseignement de la responsabilité, ils avaient caché un effondrement financier déjà en cours, et ils avaient quand même essayé de me soutirer 15 000 €. Mon père s'est levé quand j'ai fini de lire. Nous avons besoin de ton aide, a-t-il dit, les mots sonnant comme s'ils contenaient du verre. Je l'ai regardé longuement. Tu veux dire la clocharde? La profiteuse? La fille à qui tu prévois de facturer des loyers rétroactifs? Karen s'est mise à pleurer plus fort. Mathilde, s'il te plaît. Mon oncle Rémi est intervenu, soudainement diplomate. Ton père a fait des erreurs. Vous avez tous fait des erreurs, ai-je dit. Certains d'entre vous les ont servis comme divertissement. Béatrice a baissé les yeux. Bien. Laisse ça faire mal. Puis ma mère a dit quelque chose qui m'a presque fait rire par son culot, nous essayons de te pousser à être responsable parce que nous savions que les choses allaient mal. Alors, vous essayez de m'extorquer comme outil pédagogique, ai-je demandé. Personne n'a répondu. La pièce sentait le café rassis et la panique. Mon père a finalement baissé la voix, dis-nous quoi faire. Et voilà. Pas d'excuses, mais un transfert de travail. Il voulait que je saute dans le feu, que je fasse le travail d'adulte et que je sauve les mêmes personnes qui venaient d'essayer de m'enterrer sous une dette inventée. Une partie de moi voulait les laisser là et laisser les conséquences se présenter correctement. Mais une autre partie de moi, plus affûtée maintenant, plus froide, a réalisé quelque chose d'important. Les aider ne signifiait pas nécessairement tout sauver pour eux. Cela pouvait signifier guider le processus, structurer le résultat, choisir exactement comment la responsabilité arriverait. Je vais examiner les documents, ai-je dit. Ma mère a tendu la main pour saisir la mienne. J'ai reculé avant qu'elle ne me touche. Ne confonds pas l'accès avec le pardon. J'ai étalé les papiers sur la table de la cuisine de Rémi et j'ai commencé à poser des questions, des vraies. Quand était le dernier paiement hypothécaire complet? Avait-il sauté l'entièrcement?
Avait-il emprunté sur quoi que ce soit? Avait-il manqué des avis de rapprochement des taxes du comté? Mon père a menti 2 fois dans les 5 premières minutes. Je le savais parce que les chiffres ne correspondaient pas au relevé. Stop, ai-je dit. Si vous me mentez une fois de plus, je pars. Il a dégluti et a finalement dit la vérité. Son entreprise perdait de l'argent depuis des mois. Ma mère avait discrètement puisé dans un compte d'épargne qui devait couvrir les lacunes d'assurance et ne l'avait jamais réapprovisionné. Et voici le détail qui a tout changé, ils avaient caché près de 20 000 € sur un compte séparé, non pas pour sauver la maison, mais pour créer un coussin de lancement pour Béatrice afin qu'elle puisse déménager à Lyon. De l'argent pour l'enfant choyé. Pas pour l'hypothèque, pas pour les taxes, pas pour le toit au-dessus de leur tête. Béatrice fixait le sol comme si elle voulait disparaître. Tu avais 20 000 €, ai-je demandé. Karen a chuchoté, ce n'était pas si simple. C'est exactement si simple. Je me suis tourné vers Béatrice. Tu le savais? Elle n'a pas répondu assez vite. C'était une réponse suffisante. Je dois vous dire ceci clairement, au moment où j'ai appris qu'ils avaient de l'argent de côté tout en essayant de me facturer de faux loyers impayés, tout ce qui restait de mon instinct de protection a complètement disparu. Quand les gens qui vous trahissent commencent à supplier, les sauvez-vous parce que vous avez encore un cœur? Ou les laissez-vous goûter à la peur qu'ils étaient si à l'aise de vous faire subir? Je ne connaissais pas la réponse morale parfaite. Je ne connaissais que la mienne. Voici ce qui se passe ensuite, ai-je dit. Demain, je contacterai le prêteur pour voir s'il y a un moyen de retarder l'accélération. Vous allez me donner tous les relevés, tous les avis, tous les soldes de compte, et tous les mensonges que vous vous êtes dit. Si je découvre que vous avez caché autre chose, j'arrête tout. Ils ont hoché la tête trop vite. La peur fait ressembler la conformité presque au respect. Avant que je parte, mon père a dit, Mathilde, merci. Je l'ai regardé et j'ai dit, ne me remercie pas tout de suite. Je le pensais vraiment. La semaine suivante a fait de moi exactement ce qu'ils avaient moqué, le seul adulte responsable dans la pièce. De jour, je travaillais à mon vrai métier d'expert en assurance dommages commerciaux, examinant les demandes de sinistres et discutant des estimations de réparation. La nuit, je suis devenu la gestionnaire de crise non rémunérée des finances en ruine de ma famille. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si laide. J'ai appelé le prêteur, rassemblé les relevés, organisé les calendriers, et traduit leur désordre en un langage que la banque prendrait au sérieux. Plus je creusais, plus il devenait clair qu'il ne restait qu'un seul chemin étroit, un accord de rétablissement révisé avec des conditions strictes. Manquer une seule date limite, utiliser la mauvaise méthode de paiement, cacher un seul détail financier de plus, et le dossier retomberait directement vers la saisie. Quand le prêteur a proposé ces termes, mes parents ont entendu de l'espoir. J'ai entendu un dernier avertissement parce que je les connaissais. Ils ne changeaient pas sous la pression. Ils ne faisaient que simuler un changement assez longtemps pour échapper aux conséquences. J'ai donc pris une décision. Je n'ai pas tordu la vérité pour eux. J'ai expliqué ce qui devait être expliqué, mais j'ai laissé la gravité exactement là où elle devait rester. Mon père a entendu, nous avons encore une chance. J'ai entendu, la prochaine erreur mettra fin à tout ça. Sur le chemin du retour, ma mère n'arrêtait pas de dire, tu nous as sauvés. Je lui ai dit, non, je vous ai acheté du temps. Cette nuit-là, mon père a suggéré que nous repartions à zéro. Ce qui, dans ma famille, signifiait généralement prétendre que la mémoire était le vrai problème. J'ai quand même accepté le dîner, car Nina m'avait dit, laisse-les parler tant qu'ils pensent que survivre les rend innocents. J'ai donc enregistré la conversation. Autour du cassoulet et du thé glacé, ils ont commencé à se réécrire en temps réel. Ma mère a dit que le stress les avait rendus durs. Mon père a dit que tout le monde avait dit des choses qu'il ne pensait pas. Béatrice a murmuré que tout était devenu incontrôlable. Je les ai laissés parler, puis j'ai posé une simple question, avez-vous réellement cru que je devais 15 000 € de loyers impayés? Silence. Puis, finalement, mon père a admis, non. J'ai continué, avez-vous préparé la facture avant mon retour? Oui. Le but était-il de me faire payer leurs problèmes financiers? En partie. Béatrice a-t-elle payé un loyer? Non. Et saviez-vous tous qu'il y avait de l'argent caché tout en exigeant de l'argent de moi? Oui. Entendre leurs aveux ne m'a pas guéri. Cela m'a clarifié.
Il y a une différence. Le lendemain matin, j'ai envoyé l'audio à Nina et elle a répondu par une seule phrase, « Garde chaque reçu ». Pendant ce temps, ma famille agissait comme transformée. Ma mère m'appelait soudainement à ma chérie à nouveau. Mon père proposait de m'aider avec ma voiture. Béatrice a posté une photo de tasse à café avec la légende « Saison de guérison », ce qui m'a presque fait rire. Ce n'était pas la guérison, c'était le changement de marque. Une semaine plus tard, le premier paiement selon le nouvel accord arrivait à échéance. J'ai rappelé mon père 2 fois. Il m'a renvoyé promener les 2 fois, se sentant insulté que je vérifie. Puis il a envoyé un chèque personnel au lieu des fonds certifiés requis par le prêteur. Pire encore, il l'a envoyé en retard parce qu'il attendait que de l'argent soit débloqué. Quand j'ai vu le reçu, quelque chose s'est figé en moi. Je n'avais pas créé le piège. J'avais simplement cessé de les traîner autour. Au moment où le prêteur a signalé le paiement défectueux, le compte avait déjà déclenché une révision. Comme le dossier était soumis à des conditions strictes, la révision signifiait un danger. Un vrai danger. Je n'ai rien dit ce jour-là. Je suis allé au travail, j'ai géré mes dossiers, et j'ai attendu l'email du prêteur qui est arrivé cet après-midi-là, corriger le défaut. Accord en péril. Résiliation possible en attente d'avis formel. Ce soir-là, ma famille parlait à table comme si rien de tout cela n'existait. Mon père se plaignait des prix de l'essence. Ma mère parlait de l'église. Béatrice s'enquêtait sur les appartements à Lyon. Il pensait toujours que ma compétence signifiait un sauvetage sans fin. Il croyait toujours que avoir besoin de moi signifiait me posséder. Et c'est là que j'ai su exactement comment cela allait se terminer. La vie est arrivée plus vite que prévu. 2 semaines plus tard, une lettre formelle est arrivée confirmant que les conditions de rétablissement avaient été violées. À moins que le défaut ne soit corrigé immédiatement et de manière que mes parents ne pouvaient plus gérer, le prêteur passerait à l'étape suivante. J'ai lu l'avis seul dans ma voiture avant d'entrer. Puis je suis resté assise là pendant 5 minutes, me posant une seule question honnête. Allais-je vraiment laisser cela se produire ? La réponse était plus simple que je ne l'aurais souhaité. Je ne laissais pas cela se produire. C'était eux qui le permettaient. J'étais juste fatigué de me mettre entre eux et les conséquences. Quand je suis entré dans la maison, la panique était déjà dans l'air. Mon père faisait les 100 pas. Ma mère avait clairement pleuré. Et Béatrice se tenait les bras croisés, comme si le fait d'être sur la défensive pouvait fonctionner comme une stratégie. Dès que mon père m'a vu, il a claqué, « Tu savais que c'était sérieux. Je t'ai dit que le paiement devait être exact. Tu m'as traité comme si je t'insultais. Tu aurais dû me le rappeler encore plus fort, » a-t-il crié. J'ai ri avant de pouvoir m'arrêter. Alors, la fille que tu as essayé d'extorquer aurait dû te materner plus fort ? Ma mère est intervenue avec sa voix tremblante habituelle, mais je l'ai coupée. Béatrice a claqué sa paume contre le comptoir et a dit, « Tout ça est devenu pire parce que j'ai fait de toute une question d'équité. » Puis elle a ajouté que si j'avais juste payé ce que papa demandait au départ, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Ce fut le moment où j'ai su qu'elle n'avait absolument rien appris. Je les ai tous regardés et j'ai dit clairement, « Papa a caché la crise hypothécaire. Maman a aidé à rédiger une fausse facture de loyer. » Béatrice s'est moquée de moi et a posté à mon sujet. L'oncle Rémi m'a traité de parasite. Et après que je les ai quand même aidés, c'est moi qui suis tenu pour responsable de l'effondrement qu'ils ont créé. Personne n'avait de réponse. Mon père a essayé la vieille rengaine, « Après tout ce qu'on a fait pour toi » et je l'ai interrompu en sortant la reconnaissance signée de tout ce que j'avais payé pour aider ce foyer au fil des ans. Je lui ai dit que cette phrase avait expiré. La pièce est devenue silencieuse après ça. Il savait alors, peut-être pour la première fois, que le chantage émotionnel ne fonctionnait plus. Pendant qu'il se disputait et pleurait, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était le prêteur confirmant que les étapes d'accélération formelle commenceraient dans les 30 jours sans une correction certifiée immédiate. C'était la vraie date limite. Seul moi savais à quel point le bord était déjà proche. Quelques minutes plus tard, ma mère m'a regardé avec un espoir désespéré et a murmuré, « Peux-tu réparer ça ?» J'ai pensé à la fausse facture, à l'épargne cachée, ou X rouge sur mon visage dans le portrait de famille, et à la façon dont ils continuaient d'appeler mon travail de l'amour seulement quand ils en avaient besoin. Puis je lui ai dit la vérité, « Non », ai-je dit. Pas de la manière dont vous le pensez. Cette nuit-là,
j'ai déménagé le reste de mes affaires pour de bon. Avant de partir, je me suis arrêté dans le couloir et j'ai regardé le portrait de famille une dernière fois. Quelqu'un avait essuyé le marqueur de mon visage. Trop tard. Certaines taches ne restent pas sur les photographies. Elles restent dans les gens. 30 jours plus tard, je me tenais de l'autre côté de la rue et regardais la vie du shérif être apposée sur la porte d'entrée de la maison où j'avais grandi. De là où j'étais, le papier semblait presque léger. Étrange comme les conséquences qui détruisent une famille peuvent arriver sur une seule feuille. Il y a un mois, j'aurais pu dire que je ne voulais jamais que cela se termine ainsi. Mais à ce moment-là, je comprenais mieux quelque chose, cela ne concernait pas vraiment le vouloir. Il s'agissait de cause et d'effet. Mes parents avaient passé des années à m'enseigner que les actions entraînent des conséquences. Ils n'avaient juste jamais imaginé que la leçon leur reviendrait. Une fois que le calendrier d'accélération est devenu final, les appels ont recommencé. Ma mère pleurait. Mon père se mettait en colère parce que la colère lui venait plus facilement que la honte. Béatrice paniquait parce que la peur avait finalement consumé son arrogance. J'ai ignoré la première salve, puis j'ai répondu à la seconde. Ma mère suppliait pour un contact, une solution de contournement, n'importe quoi. Je lui ai dit non. Mon père m'a accusé de les laisser perdre la maison. Je lui ai dit qu'il l'avait perdue. J'avais seulement cessé de mentir sur qui dirigeait l'effondrement. 2 jours plus tard, Béatrice s'est présentée à mon bureau et a demandé à la réceptionniste de dire que c'était une urgence familiale. Je l'ai rencontrée dans le parking souterrain. Elle a pleuré, a dit qu'elle savait qu'elle avait été horrible et m'a supplié de l'aider. Je lui ai dit qu'elle ne voulait pas de responsabilité. Elle voulait un sauvetage sans frais. Puis, une semaine avant l'expulsion, j'ai fait un dernier transfert. Exactement 15 000 €. Pas à mes parents, à Béatrice. Libellé, loyer. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était de la précision. Elle avait ri quand mon père avait exigé de faux loyers impayés de ma part, avait posté à ce sujet, et avait traité la responsabilité comme une blague que quelqu'un d'autre devait payer. Maintenant, elle avait 15 000 € sur son propre compte et un choix, sauver la maison et s'attacher définitivement au désastre de nos parents, ou se sauver elle-même et prouver qu'elle n'avait rien appris. Elle s'est choisie elle-même en moins de 2 jours. Je le sais car elle a signé un bail à Lyon 3 jours plus tard et est partie avant l'expulsion. Quand ma mère a appris que l'argent était allé à Béatrice au lieu d'eux, elle s'est mise à hurler exactement comme Béatrice l'avait décrit dans ce texto de 1h30 du matin des semaines plus tôt. Seulement, cette fois, je ne suis pas venu. L'oncle Rémi m'a appelé furieux et a dit que j'avais piégé Béatrice. Je lui ai dit non. J'avais donné à Béatrice la même chance qu'ils attendaient de moi, et elle avait fait son choix. Après que la maison fut officiellement perdue, mes parents ont commencé à raconter aux parents, aux amis de l'église et aux voisins que je les avais abandonnés pendant une urgence financière. Je n'ai pas fait de diatribe. Je n'ai pas posté de vidéo dramatique. J'ai mis en ligne une déclaration calme et horodatée sur un groupe communautaire privé avec 3 éléments, la fausse facture montrant qu'elle avait été imprimée avant mon retour, la reconnaissance signée de tout ce que j'avais payé pour aider ce foyer. Et des extraits audio sélectionnés du dîner où ils ont admis que la facture était fausse et que la campagne de pression était intentionnelle. J'ai écrit une phrase en haut, je partage ceci parce que je ne porterai pas une fausse histoire pour des gens qui en ont construit une à partir de moi. C'était suffisant. La vérité a progressé seule. Mon père a perdu des références de sous-traitance. Ma mère s'est retirée de son ministère de gestion du budget de l'église. Le nouvel employeur de Béatrice à Lyon a découvert ses publications moqueuses et le murmure croissant autour du désastre familial, puis a discrètement retiré le poste dont elle se vantait en ligne. Personne n'a eu besoin de les ruiner. Ils s'en étaient déjà chargés eux-mêmes. Ils ont tous appelé après cela, pleurant, s'excusant, marchandant. Ma mère a dit, la famille ne fait pas ça entre eux. J'ai répondu, exactement. Mon père a dit que je les avais humiliés. J'ai dit, non, je vous ai documenté. Béatrice a dit qu'elle était désolée. Je lui ai dit que désolé n'était pas une machine à remonter le temps. La dernière fois que j'ai vu mes parents, c'était devant le petit complexe d'appartements où ils avaient emménagé par la suite. Mon père semblait plus petit là-bas. Ma mère avait l'air fatiguée d'une manière que le maquillage ne pouvait masquer. Pendant un instant, je me suis souvenu de ce qu'ils avaient été pour moi. Les conséquences n'effacent pas l'histoire.
Elles empêchent juste que l'histoire soit utilisée comme une arme. Ma mère a demandé si nous pouvions recommencer. Je lui ai dit la vérité, tu voulais que j'apprenne la responsabilité. C'est moi qui l'apprends. Puis je suis parti. Voici ce que cette histoire m'a appris, le sang n'excuse pas l'exploitation, et une maison n'est pas sacrée juste parce qu'on y a grandi. Pendant des années, j'ai pensé qu'être bonne signifiait absorber les dégâts en silence, payer la facture, accepter l'insulte et maintenir la paix pour que tout le monde puisse continuer à prétendre que nous étions normaux. Mais protéger sa paix n'est pas de la cruauté. Refuser de financer sa propre humiliation n'est pas de l'égoïsme. Et parfois, la vengeance la plus honnête n'est pas la rage du tout. Parfois, c'est simplement se mettre de côté et laisser la vérité collecter ce qui lui est dû.